Eh bien, de retour de cette petite pause café, on va reprendre avec la table ronde numéro 4. Donc, cette table ronde, elle va s'organiser autour des enjeux liés aux innovations et aux stratégies de décarbonation du fret avec 4 intervenants. Sophie Chapelier qui va nous dresser un peu le contexte général de l'impact écologique des transports dans le fret mondial et domestique. Puis, on aura plusieurs présentations qui vont nous permettre justement d'explorer plusieurs modalités de fret décarboné avec Lénaïque Le Fou de Sogestran, Christophe Dubruc de Life et avec Clément Barthes de Flying Whales, donc avec des solutions très variées qui vont nous permettre de voir aussi comment est-ce qu'on peut voir ce fret de manière un peu différemment. Donc, je suis ravie de vous accueillir. C'est Lionel qui va faciliter graphiquement cet échange. Merci à lui. Même consigne que pour les tables rondes, on va essayer de bien respecter notre timing, ce que l'on fait là. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle, puisque en conclusion, on aura Fabrice Bonifay qui sera avec nous pour une 45 minutes pour échanger un peu sur cette conclusion. Alors, Sophie, c'est vous qui ouvrez le bal de cette table ronde. Bonjour. Oui, bonjour. C'est tout bon? On a le son? C'est tout bon, on a le son, tout va bien, on vous écoute et on est ravis d'écouter votre présentation justement pour un petit peu poser ces enjeux autour de la décarbonation du fret. Et alors, du On voit coup, votre écran. génial. Super. L'écran ou la présentation? Ou Alors, c'est on voit moche? votre présentation. Vous pouvez le passer en plein écran si vous le souhaitez. Ouais, donc je vais essayer de chercher autre chose, à mon avis, parce que est-ce que je peux chercher ça autrement? Oui. Oula, je suis pas très fraîche, hein, je dois vous le dire. Donc, je vais faire au mieux. Ah, D'accord, donc il faut d'abord que je l'ouvre dans le bon format sur mon bureau, si je comprends bien. Et après, ça va fonctionner. Excusez-moi. je Du coup, vous je en prie. commence à causer peut-être, hein, ce sera mieux. Voilà, et là, si je fais plein écran, ça fonctionne pour vous? Alors, eh bien, on voit plutôt plusieurs. Voilà, là, c'est parfait. Good. Bon, reste à voir si j'arrive à tourner les pages comme il faut, mais ça, c'est pour dans Ok. quelques secondes. Tout va bien. Donc, merci beaucoup pour cette invitation à participer. Merci au Pascal pour l'organisation de ces tables rondes. Évidemment, c'est effectivement dommage de ne pas pouvoir être en présentiel, puisque j'ai effectivement écouté quelques participants aujourd'hui avec qui j'aurais pu échanger avec plaisir. Voilà, une prochaine fois ou peut-être en ligne. En tout cas, oui, donc comme vous le disiez, quelques rappels sur les contextes. Alors, hop, est-ce que c'est passé pour vous? Génial. C'est bon, c'est parfait, Sophie, merci. Voilà, mais bon, je pense qu'on a un public informé, donc c'est peut-être pas la peine de s'éterniser là-dessus, mais on sait que l'urgence climatique est là et que donc il est urgent d'agir, hein. Ça fonctionne aussi par palier. Donc plus tôt on agit, meilleur sera l'impact de nos actions. Donc voilà, hein, on sait aussi que les gaz à effet de serre sont causés par notre activité en grande partie, et notamment par le transport pour ce qui est de la France, puisqu'en France, on a, voilà, c'est un fait sans jugement, une énergie décarbonée liée au nucléaire, hein, donc qui fait que forcément, tout ce qui est transport avec des énergies fossiles va avoir un impact plus important sur les gaz à effet de serre. Et vous voyez ici sur le graphe, justement, ce que représente chacun des modes de transport, parce qu'en plus, je crois que voilà, Sogestran, enfin, une personne interviendra pour Sogestran ensuite. Donc, voilà, l'idée ici, c'est de couvrir un peu tous les modes de transport et sachant que le dispositif Fret 21 que je représente ici s'inscrit dans la stratégie nationale bas carbone. Vous voyez la partie droite de la slide, de quoi il s'agit, même si je pense qu'on est quand même informé, mais bon, quasiment au moins 30% d'ici à 2030 et décarbonation d'ici 2050, donc des objectifs ambitieux. Voilà, donc autant s'attaquer au sujet
le plus tôt possible. Alors justement, comme le transport a un gros impact et qu'il faut agir, l'ADEME, l'Agence de l'environnement, vous propose, de la transition écologique, propose notamment une plateforme d'échange de données qui regroupe tous les acteurs de cette chaîne, de cette supply chain, à la fois les donneurs d'ordre, les transporteurs et les commissionnaires de transport que vous voyez sur ce petit cercle. Et l'idée, c'est que chacun de ces acteurs a un impact, chacun de ces acteurs a des leviers d'action différents, mais qu'on applique tous une méthodologie commune, qui est celle de l'ADEME. On a tous des outils qui vont nous permettre de faire à la fois le bilan carbone des émissions de ce transport de marchandises et voyageurs pour objectif CO2, et un outil qui va nous demander ou nous inciter à réduire les émissions carbone de ce transport. Donc, alors moi, je me concentre sur Fret 21 qui s'adresse du coup aux chargeurs ou donneurs d'ordre de transport. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est celui qui a de la marchandise à faire transporter. Quelquefois, certains ont une partie en flotte propre avec des camions qui leur appartiennent. Mais l'idée, c'est bien d'activer des leviers, même si ces actions sont prestées. Donc, on a des démarches pour les transporteurs et pour les donneurs d'ordre. Donc, voilà, comme je le disais, des outils opérationnels qui permettent de faire le bilan carbone, le plan d'action, méthodologie de l'ADEME qui suit le dispositif avec nous. Donc, chaque entreprise engagée, on transmet le dossier à l'ADEME pour validation. Et l'idée, c'est d'accompagner les entreprises dans un plan d'action sur 3 ans pour réduire l'impact du transport. Et comment on va faire ce plan d'action? On vous propose 4 actions pour structurer ce plan d'action de réduction. J'ai vu que certaines de ces actions avaient été abordées plutôt que ce soit par TIPCO ou justement par cet outil de TMS accessible à tous. Voilà, ça reprend un peu ces axes pour le donneur d'ordre. Donc, je vais agir déjà sur le design de ma marchandise en réduisant le packaging, en allégeant la marchandise. Donc, tout ce qui peut concerner le taux de chargement. Taux de chargement, ça veut dire que je vais avoir plus de marchandises dans chaque entité qui transporte, dans chaque camion, par exemple, et donc moins de camions sur les routes. Donc, je vais avoir non seulement moins de CO2, mais aussi moins de coûts. On va avoir un lien là, grâce à l'optimisation logistique, entre la réduction des coûts et la réduction du CO2. La deuxième action qu'on propose aux entreprises qui s'engagent, c'est d'agir sur la distance parcourue. Donc là aussi, abordé aujourd'hui, notamment à travers ce TMS accessible, qui sera, ou à travers le témoignage de Magic Palette aussi, tout ce qui permet de réduire les distances parcourues. Parce que j'optimise mes tournées, parce que justement j'ai mes palettes à côté de moi au lieu de les chercher à l'autre bout de la France, ça fait des kilomètres évités, donc du CO2 évité. Aussi des coûts évités, bien sûr. Ensuite, en troisième axe, pour structurer le plan d'action, on a ce qu'on appelle nos moyens de transport. Donc là, ça va inclure et le changement de carburant, verdissement si possible, et le report modal. Donc, c'est 2 sujets qui vont être abordés juste après. Donc là, l'outil vous permet de modéliser le CO2 évité grâce à cette action. Donc, je peux simuler dans l'outil, voilà, aujourd'hui, je transporte ma marchandise du sud de la France vers le nord de la France, comme le fait l'entreprise Mapei, par exemple. Je le faisais hier avec des camions, des centaines de camions sur les routes. Demain, je vais réussir, grâce à du combiné rail-route, à ne faire que 50 km sur la route au lieu d'en faire 600 ou 700 et retirer 600 X centaines de camions des routes. Donc, non seulement on va réduire le CO2, mais en plus, on va réduire les risques d'accidents, de bouchons, etc. Donc, un double impact intéressant. Et sans forcément plus de coûts, par ailleurs. Et enfin, l'autre axe, bon, il y a évidemment le report fluvial, mais que je ne détaille pas puisque ce sera détaillé ensuite, de même pour les carburants alternatifs, puisqu'on aura ensuite des informations sur l'hydrogène. Et ensuite, donc, en quatrième axe pour structurer le plan d'action, ce qui concerne les achats responsables. Donc, qu'est-ce qu'on appelle achat responsable dans Fret 21 ? Ça va être comment je vais impliquer mon prestataire de transport, qu'il soit transporteur ou commissionnaire. Le fait de dire « je m'engage dans Fret 21 », donc je suis ouvert à un partenariat constructif avec mes prestataires pour les accompagner aussi, eux, dans un même genre d'engagement. Le transporteur, j'ai vu aussi que les actions des transporteurs étaient mises en avant ce matin. Donc là aussi, c'est évidemment difficile pour un transporteur
de s'engager à verdir une flotte qui peut occasionner des coûts, mais si son donneur d'ordre, si son client lui dit on peut rester en partenariat 3 ou 5 ans si vous faites un effort sur la technologie, la réduction de votre impact, ça peut se faire, ça peut être intéressant. Sans oublier par exemple l'éco-conduite, où là aussi on va allier une réduction des coûts et du CO2. Ah, voilà, donc là l'idée c'est qu'on vous donne des outils, on vous donne des axes pour structurer le plan d'action. Et alors, je vais passer sur les entreprises qui sont engagées aujourd'hui. Donc, il y a plus de 120 donneurs d'ordre aujourd'hui engagés dans le dispositif FRED 21. Donc, vous les voyez ici. Alors, c'est le propre du chargeur, c'est qu'on a tout secteur mélangé, du chocolat, du béton, des meubles. Vous les voyez là, donc c'est ouvert à tous, quel que soit le secteur. Tant qu'il y a de la marchandise à faire transporter, c'est possible de s'engager avec des leviers différents de ceux des transporteurs. Et alors donc effectivement, notre outil, l'outil proposé dans le programme EVE, donc le programme EVE qui est le programme global présenté tout à l'heure dans le cercle, qui regroupe les 3 programmes chargeurs, commissionnaires, transporteurs. Ça vous permet, j'ai perdu mon fil, oui, de modéliser tous les modes de transport. Donc ce n'est pas que le routier, vous aurez aussi fluvial, ferré, aérien, maritime, que vous pourrez modéliser dans cet outil unique. Quelques exemples ici, j'ai essayé de prendre des entreprises qui sont engagées dans la région. Donc, on a ici ULOG, vous voyez, avec des actions ici, notamment essentiellement sur le report modal, vous voyez ce qu'on appelle le moyen de transport, en activant et le carburant alternatif et le multimodal. C'est tout à fait les deux qui peuvent être valorisés. Vous voyez que sur 3 ans, ULOG va viser une réduction de plus de 14 000 tonnes de CO2. Donc, c'est plutôt un objectif ambitieux. Ensuite, nous avons un autre exemple avec Locmaria Biscuit. Et là, comme vous le voyez, on a 4 types d'actions qui vont être mises en place avec les flux France ou Europe, les deux. Et là, justement, on retrouve le report rail-route, mais aussi l'engagement des transporteurs. Ensuite, un exemple avec Atlantem. Donc là, on a 3 axes d'action activés pour structurer ce plan d'action. Vous avez aussi le périmètre intersite. On a besoin d'un périmètre à la fois sur les flux et sur l'année, pour savoir d'où on part pour comparer le progrès par rapport à une année zéro. Donc justement, avec un hub breton qui va permettre à la fois de mutualiser les flux et de mieux regrouper les commandes, donc éviter aussi du CO2, aussi du report rail-route. Et enfin, un exemple avec Maison du Monde, qui s'est engagée aussi il y a plusieurs semaines, avec 4 axes d'action qui concernent là aussi, comme vous le voyez, tous les axes, alors là, avec notamment le changement avec passage en vrac, qui va leur permettre de réduire le nombre de camions sur les routes, et aussi un système pour optimiser les distances parcourues. Je crois que j'ai terminé. Donc, en gros, FRED 21 s'inscrit dans la stratégie nationale bas carbone qui est choisie par la France, mais aussi dans un contexte réglementaire plus large, qu'il s'agisse du Green Deal ou du Fit for 55. Dans tous ces dispositifs, le but, c'est de réduire l'empreinte carbone des transports de marchandises, notamment. Et comme il a été mentionné aussi plus tôt aujourd'hui, c'est vrai que jusqu'à présent, les grandes entreprises se sont surtout préoccupées des scopes 1 et 2, donc émissions directes, dans leur bilan carbone et dans les actions de réduction. Mais on a, grâce à la loi, en tout cas, suite à la loi climat et résilience, le scope 3, les émissions indirectes, en tout cas la partie transport de ces émissions indirectes, qui vont devoir être inclus désormais pour les entreprises de plus de 250 salariés, que ce soit pour les bilans de gaz à effet de serre ou les déclarations extra-financières. Donc, voilà, si ça n'était pas déjà fait, c'est le moment de se préoccuper de ces émissions indirectes. Et vous avez donc ce qu'il faut sur le marché pour vous aider à progresser sur ces sujets. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation très claire et ces exemples qui, effectivement, sont aussi très concrets des axes d'action. Il y a une question de Nathalie Tourati-Muller qui demande combien de donneurs d'ordre ont signé la charte FRED 21, puisque, comme vous indiquiez, il y a aussi la question du client, comment est-ce qu'il prend en compte ces éléments. C'est ça, aujourd'hui, il y a 122
donneurs d'ordre engagés dans Fret 21 et on a alors sur les transporteurs, j'ai peur de faire des erreurs, mais plusieurs centaines de transporteurs engagés dans Objectif CO2. Et D'accord. pour les Et quelle est donneurs la part d'ordre, de... ouais, 122. Ok. Et quelle est la part de PME du coup? Autre question. Alors, il y en a quelques-unes, mais effectivement, là, bon, il y a quelques gros groupes, hein, ça c'est sûr. Ouais. On a certains dispositifs qui n'occasionnent pas de frais, puisqu'il est subventionné par les certificats d'économie d'énergie. Mhm. Et ensuite, donc, c'est en partenariat avec l'ADEME. Donc, enfin, je ne sais pas si c'est un lien direct, mais en tout cas, c'est ouvert à toutes les tailles d'entreprises. Sur le pourcentage, si on donne un nombre d'entreprises, il y a, je dirais, 30% qui sont des plus petites entreprises, mais c'est ouvert à tous. Ok. En tout cas, j'imagine qu'on peut vous contacter maintenant Tout pour à fait. en savoir plus. Et Voilà. voilà. Alors, une autre question qui demande, est-ce qu'il y a un accompagnement en conseil aux entreprises pour faire le calcul des externalités? Merci pour cette question, parce qu'effectivement, la question des externalités, c'est un sujet qui va grandissant aussi, pour savoir peut-être ce qu'il va falloir intégrer dans la triple compta dans quelques années. Tant mieux. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle quand on se pose la question. Alors, pour le programme, là, l'idée, c'est de se préoccuper des émissions, donc des externalités négatives du transport de marchandises. Donc là-dessus, oui, bien sûr. L'outil vous permet de le faire et vous avez un accompagnement pour le faire si vous le souhaitez. Ça ne va pas comprendre toutes les autres externalités négatives comme le bâtiment de votre entreprise, etc. Mais là, oui, sur le transport de marchandises, en effet, vous avez une méthodologie, un outil et un accompagnement qui sont prévus. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Lénaïque Le Fou, on va penser. Donc, vous allez reprendre la main du coup. Bonjour, bienvenue sur cette table ronde. Ravie de vous accueillir. Et du coup, on veut tout savoir de ce que vous avez mis en œuvre chez Sogestran sur cette question, et notamment évidemment sur la question du transport fluvial. Oui, voyez-vous mon écran avec... On voit votre écran, on vous voit vous, donc c'est parfait. D'accord, très bien. Donc, effectivement, Sogestran Group, hein, déjà quelques mots pour présenter notre groupe. C'est un groupe français d'actionnariat familial représentant 900 salariés. Et il s'agit du premier armateur fluvial français et d'un acteur significatif du transport multimodal avec des implantations également en Belgique et aux Pays-Bas. Et nous sommes également un armateur maritime reconnu sur des marchandises spécialisées. Donc, mon intervention intervient plus spécifiquement sur le transport fluvial et va tenter de vous convaincre que le transport fluvial est un levier efficace à intégrer dans une stratégie de réduction de votre empreinte environnementale. Alors, j'ai choisi de montrer, tout comme... j'ai choisi, mais je ne vois pas de... Voilà. J'ai choisi de vous montrer, tout comme Sophie Chapelier, les enjeux en termes de réduction des émissions de CO2. Et notamment, sans détailler ce qui a été déjà présenté, c'est la courbe, l'inversion de la courbe hein, qui doit être effectuée, et ceci en fait assez rapidement, puisque 2023, c'est déjà demain, 2030, c'est un petit peu plus tard que demain. Et donc, 2023, nous avons un objectif de réduction globale des émissions de CO2 sur le transport qui est déjà de l'ordre de 17%. 2030, plus d'un quart des émissions de CO2 devront avoir été également réduites. Et ceci dans un contexte où le secteur des transports est toujours plus dynamique. Hein. Il y a toujours plus de marchandises à acheminer. Et donc, avec un chiffre qui est significatif, qui est celui de l'augmentation de plus de 56% entre 1990 et 2019 du nombre de tonnes kilomètres. Donc, on voit bien qu'on a recours de plus en plus au transport. Et également, un fait marquant ces dernières années, c'est le développement de l'e-commerce
et donc un développement qui porte des émissions de gaz à effet de serre plus significatifs par la segmentation faite des transports. Voilà, ça, je pense que tous les spécialistes du transport qui sont autour de la table le savent bien. Donc, face à ces enjeux, il est important de trouver aussi des leviers efficaces, et le transport fluvial, par la dimension qu'il a sur certains facteurs, peut se trouver utilisé comme un moyen très efficace, immédiatement disponible. Nous ne sommes pas à chercher des moyens qui vont devoir et qui se mettent en place dans le cadre de l'innovation pour les prochaines années, mais immédiatement, on est en mesure, par le report modal, d'opérer des gains significatifs sur les émissions de CO2 liées au transport, puisque le transport fluvial, il est généralement admis que le transport fluvial, en moyenne, émet jusqu'à 4 fois moins de CO2 par rapport au transport routier, qui est la norme et le mode dominant actuellement. Et donc, voilà, en termes de CO2, on a un bras de levier qui est efficace, bien sûr, sur des segments qui sont à travailler souvent en intermodalité, avec après et post-acheminement routier. Et concernant les aspects de gaz polluants, qui sont également souvent pointés comme ayant des effets environnementaux significatifs, que sont les SOx et les NOx, le transport fluvial opère un gain en moyenne de moins 50%. Au-delà des enjeux liés aux impacts climatiques, aux impacts environnementaux sur le climat, et notamment le CO2, il y a aussi les externalités négatives, comme il a été posé comme question précédemment. Et en ce qui concerne les externalités négatives, ou en tout cas en externalités positives qu'on peut mettre en faveur de notre mode fluvial, c'est des effets positifs sur la congestion routière et les effets positifs sur la pollution sonore. Or, on peut considérer que ce sujet est de l'ordre du confort, mais on sait d'ores et déjà que ce coût a été chiffré de manière significative, puisque en France, par exemple, pour l'année 2018, il a été considéré que le coût social d'une nuisance sonore était de l'ordre de 20,6 milliards d'euros. Et au niveau de l'Europe, on considère qu'une personne sur 5 vit dans une zone où le niveau de bruit est dangereux pour sa santé. Donc, ce sont des sujets qui sont un peu moins sur le devant de la scène que celui de l'urgence climatique, mais qui tendent à s'imposer dans une vision sociétale du transport. Et donc, nous croyons aussi que le transport fluvial peut jouer un rôle majeur sur ces aspects. Concernant le bruit, alors je dois sans doute vous rappeler que la directive européenne de 2011 a intégré notamment ces paramètres pour le calcul de la redevance sur le coût externe des transports, et que cette directive européenne est actuellement à nouveau en discussion. Figure dans les critères, par exemple, pour aboutir aux cartes de bruit et donc au coût, au calcul des redevances basées sur les coûts externes, par exemple des critères qui sont comme celui de quantité de population exposée au niveau de bruit journalier, donc par kilomètre, le trafic journalier moyen, le coût de pollution sonore par personne exposée. Et concernant la congestion, on a également des critères qui sont de l'ordre de coût de la congestion, le coût de construction des infrastructures supplémentaires, la valeur de temps, le trafic horaire optimal. Donc, on voit bien que ces éléments qui peuvent apparaître
théoriques tendent désormais à trouver finalement une finalité et une utilisation dans le cadre de redevances et dans le cadre de la taxation future sur certains transports. Alors, en tant que transporteur fluvial, on ne peut pas s'exonérer non plus des efforts à faire sur, et notamment pour opérer notre transformation énergétique, puisque le seul report modal et le seul fait que nous soyons un mode plutôt massifié n'est pas suffisant pour atteindre la fameuse neutralité carbone. Et donc, pour le groupe Sogestran, nous avons établi, alors ça n'est pas très original, c'est assez en phase avec ce que font la plupart des transporteurs, c'est-à-dire une cartographie des actions qui est basée sur 4 grands leviers. Un premier levier qui est les économies d'énergie, l'éco-conduite des bateaux, avec notamment la partie équipement, bien sûr, mais aussi les comportements, la planification, utiliser la bonne vitesse, ou encore dans les secteurs fluviaux soumis à des débits variables tels que la marée, ont utilisé ces débits pour programmer les transports au bon moment. Ensuite, nous avons comme deuxième alternative pour aller vers des économies d'énergie, des économies d'émissions de CO2, les carburants alternatifs, avec une utilisation de biocarburants d'origine végétale comme le D100 ou le HVO. Et nous nous intéressons également à des carburants issus du retraitement. Un troisième point qui est, lui, peut-être un peu plus méconnu, puisque les transports, les bateaux fluviaux sont souvent et majoritairement opérés sur des temps à quai. On peut considérer qu'en général, c'est 3/4 du temps à quai pour 1/4 de temps de navigation. Pour toutes les opérations de chargement, déchargement, attente avant ordre de chargement. Et donc, ces temps à quai peuvent être utilisés pour accéder à des branchements à quai électriques. Notamment, il y a un grand plan des déploiements sur l'axe Seine qui est poussé par AROPA et VNF, qui a doté d'un certain nombre de bornes électriques à des points nodaux, notamment les écluses, mais également sur des terminaux, des bornes électriques qui permet aux bateaux de se brancher et d'éviter les émissions de CO2 qui sont liées à ces groupes électrogènes, à l'utilisation des groupes électrogènes, et également l'ensemble des pollutions atmosphériques qui sont liées à l'utilisation de ces groupes électrogènes lorsque les bateaux sont à quai. Le quatrième point, et le dernier point, mais celui qui est d'ores et déjà à l'œuvre, mais qui doit encore s'amplifier, c'est celui, bien sûr, de l'innovation, et sur l'innovation sur la motorisation et l'énergie utilisée. À savoir que le groupe Sogestran, dès 2010, avait mis en service un bateau qui s'appelle le Cendre, que vous voyez en haut à droite et en bas à droite également, au cœur de Paris. Ce bateau était doté d'une propulsion diesel électrique, ce qui lui permettait, quand il opérait en plein cœur de Paris, de circuler uniquement sur une motorisation électrique, gagnant cela sur les aspects de bruit, d'émissions de gaz polluants, pour essayer de coller le plus possible aux attentes de l'intramuros parisien, qui ne sont que les précurseurs finalement de nos attentes générales
notamment sur les grandes métropoles. Et puis une réalisation toute nouvelle en matière d'innovation, c'est la construction actuelle d'un bateau à propulsion électrique alimenté par une pile à combustible hydrogène et qui sera mis en service en 2022. Ce bateau est actuellement en construction. Zulu, c'est son nom, c'est la gamme de Sister Ship qui est mise en œuvre par notre filiale Sogestron Logistics, destinée à la distribution urbaine. Ce sont des bateaux plus modulaires qui peuvent emporter quelques centaines de tonnes et qui sont directement connectables au quai à l'intérieur des villes, avec une interconnexion pour la logistique dernier kilomètre, avec des vélos cargo et des véhicules légers plutôt zéro émission ou moins émetteurs de CO2. 4 unités fonctionnent déjà en Belgique sur ce mode-là pour la distribution de marchandises palettisées. Et cette nouvelle unité donc, sera réalisée, sera mise en service dans le cadre de l'appel à projet flagship. Cet appel à projet européen flagship a retenu à ce stade uniquement 2 projets. L'un en transport de passagers par ferry, qui se trouvera en Norvège, et le deuxième, qui est notre projet en transport de marchandises à Paris. Donc, il s'agira en 2022 de la première unité de transport de marchandises en Europe fonctionnant à l'hydrogène. Et donc, à travers la mise en œuvre de cette nouvelle unité, nous souhaitons apporter notre contribution à un modèle nouveau sur la distribution urbaine permettant d'accéder aux aspects de zéro rejet en termes de CO2, mais également de polluants atmosphériques. Nous gagnons également sur les aspects, donc là, tout simplement du flotteur, sur des aspects de modularité et des aspects de juste à temps et pas de retard dû à la circulation, ce qui peut être très intéressant en termes de logistique urbaine en grande densité urbaine. Voilà, je me tiens à votre disposition pour quelques questions. Merci beaucoup, Lénaï, pour cette présentation très complète et bien claire sur les différents enjeux et sur justement cette innovation que vous portez de transformation d'aller vers de l'hydrogène. C'est un sujet qu'on va aborder ensuite avec Christophe Dubruck de la société Life. Je me demandais, Lénaï, toute cette démarche justement que vous mettez en place sur cette question du carbone, depuis combien de temps est-ce que vous l'avez développée au sein de l'entreprise? Comment vous la pilotez? Avec quels indicateurs? Et comment, je dirais, comment est-ce que c'est aujourd'hui aussi un facteur de transformation de vos métiers? Alors, en fait, oui, la transformation de nos métiers, elle a eu lieu effectivement au milieu des années 2000, où le sujet des économies d'énergie et du carburant a été un driver important, notamment sur le transport fluvial. Nous avons opéré un programme de certification environnementale, ce qui nous a permis d'aller chercher des informations denses et construites scientifiquement sur nos émissions, en tout cas sur nos consommations, de favoriser également cette prise de conscience de la part de l'ensemble de nos équipages. Et donc, puisque sans ces comportements humains, il n'est pas possible en fait d'engager cet aspect d'économie d'énergie.
Et puis, je dirais que le sujet du CO2 s'est imposé, bien évidemment, plus récemment, il y a environ 5 ans, où là, je pense que la prise de conscience de la profession du transport, de manière générale, s'est trouvée mobilisée sur l'aspect CO2. Et bien évidemment, oui, les métiers vont changer. La partie planification se retrouve modifiée. Et également, la, la circulation de l'information, c'est-à-dire que la connaissance de ces consommations doit se trouver effectivement diffusée à tous les niveaux de l'entreprise pour être un indicateur vecteur d'action, mais aussi de réactivité. Merci pour ce témoignage. Et c'est vrai qu'on retrouve ce qu'on a pu voir dans les tables rondes précédentes, l'importance d'avoir des indicateurs extra-financiers, de pilotage, de les partager, que ça puisse accompagner la transformation de l'entreprise et des métiers. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. On va creuser sur le sujet de l'hydrogène avec Christophe Dubruck de la société Life qui va nous présenter un peu ce que vous développez sur cette question, sur la production et la fourniture d'hydrogène renouvelable. Je vous laisse la parole, on est très curieux d'en savoir plus. Très bien, merci Pascal, bonjour à tous et merci Lénaï pour la transition toute trouvée, c'est parfait. Donc je vais vous projeter une présentation et en même temps vous parler de Life et de ce que nous faisons. Donc pour ma part, je suis Christophe Dubruck, j'ai rejoint Life il y a 2 ans maintenant et auparavant j'ai travaillé dans l'univers du transport avec diverses missions commerciales et notamment dernièrement j'étais directeur de région chez DB Schenker dans le transport routier international. Voilà. Et donc j'ai complètement changé d'univers en rejoignant celui de l'énergie renouvelable et celui de l'hydrogène. Alors, notre mission chez Life, c'est d'agir maintenant et dès que possible contre le réchauffement climatique. On a déjà eu Alors mince. Alors Christophe, on a des petits problèmes de connexion, j'ai l'impression. Chiffres tout à l'heure et... Alors, allô? Oui, Christophe, ouais, on a eu quelques petits problèmes de connexion, ça a un petit peu sauté. Ça marche. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Là, ça fonctionne, oui. Bon, très bien. Donc voilà, je parlais de l'urgence qui est devant nous et du fait que je pense qu'on est tous loin d'imaginer l'ampleur et la hauteur de la montagne qui est face à nous, qu'il est important de gravir très vite. Je reprends ici quelques statistiques qui sont connues, qu'on a évoquées tout à l'heure, donc je passe très vite. Simplement quelques chiffres intéressants que vous voyez sur la droite de l'écran, c'est l'impact sur les objectifs qu'ont déjà les constructeurs de véhicules sur leur gamme, avec un objectif en 2025 d'atteindre 15% d'émissions de CO2 en moins et 30% en 2030. Donc c'est déjà très important et c'est ce qui doit nous conduire vers les objectifs de l'accord de Paris et l'objectif intermédiaire de Fit for 55 en 2030. La bonne nouvelle, c'est que, pour ce qui nous concerne en tout cas, dans le monde de l'hydrogène et de Life en particulier, c'est que ce gaz permet d'agir sur beaucoup de secteurs, que ce soit celui du transport bien sûr, mais également dans l'industrie, le bâtiment, l'agriculture et la production de chaleur. Alors je vais très très vite sur le raisonnement, mais pour atteindre ces objectifs, il est clair que ce soit les constructeurs directement dans leur production de véhicules et dans l'usage qu'on va en faire demain, le seul véhicule qui va permettre de baisser rapidement les émissions de gaz à effet de serre, c'est le véhicule électrique. C'est aujourd'hui le seul engin qui peut rouler sur la route, qui n'émet rien lorsqu'il circule. Et ce véhicule électrique, c'est a priori ce qui va nous aider à faire baisser plus vite que des actions sur la typologie de carburant qu'on va utiliser, etc., qui vont faire baisser les émissions de CO2 à la marge. Là, on parle vraiment d'atteindre le zéro carbone, en tout cas en fonctionnement du véhicule. Et donc, pour faire marcher ce véhicule électrique, on a deux façons d'avoir de l'électricité.
C'est soit de la stocker dans des batteries, donc c'est ce qui est déjà disponible aujourd'hui avec des voitures qui fonctionnent très bien et des camions qui commencent à se déployer. Et l'autre méthode, c'est de produire le courant dans le véhicule. Et c'est ça qu'on fait avec une pile à combustible. Et c'est là où on a besoin d'hydrogène, évidemment. Donc, je vais vous dire un petit peu comment ça fonctionne. Et simplement, à travers cette slide aussi, notre objectif est de dire que les deux technologies seront complémentaires. Il y a aujourd'hui des usages qui sont très bien adressés avec des véhicules à batterie, et c'est très bien comme ça. Mais demain, la capacité des batteries a une certaine limite, que ce soit en termes d'autonomie et de temps de recharge, ce que permet de surpasser quelque part la technologie hydrogène. Alors, comment ça marche un véhicule hydrogène? Eh ben, c'est finalement assez simple vu de loin, mais beaucoup plus complexe quand on ouvre le capot. Donc, on est bien sur une base de voiture électrique, si on prend le cas de cette Toyota Mirai, qui est celle de l'ancienne génération d'ailleurs, il y a une nouvelle depuis. Donc, dans ce véhicule, vous avez un moteur électrique, une pile à combustible qui est au centre de la voiture, et puis des réservoirs d'hydrogène qui sont en jaune. Et en fait, la pile à combustible fait quoi? Elle fait réagir sur des membranes métalliques bien particulières de l'hydrogène qui est stocké donc dans la voiture et de l'oxygène qui est repris de l'air ambiant, qui est filtré. Et quand ces deux éléments se rencontrent dans la pile à combustible, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont former de l'eau. Et au moment où ils vont reformer de l'eau, il va se produire trois choses. C'est que vous allez avoir une production de chaleur, une production d'électricité, et puis bien sûr une production d'eau. Et c'est cette électricité-là que l'on va récupérer pour alimenter directement le moteur. Et donc c'est en ça qu'on dit qu'on refabrique le courant dans la voiture à travers cette pile à combustible. Les avantages sont gigantesques, c'est qu'on reste bien sûr sur un véhicule zéro émission, on fait le plein très rapidement, comme on fait le plein aujourd'hui d'un véhicule au gaz ou au GPL ou même d'essence, en quelques minutes, et on a des autonomies tout à fait satisfaisantes. La voiture que vous avez là en filigrane, c'est déjà la deuxième génération qui est dispo, et on a des autonomies supérieures à 700 km. Avec un temps de remplissage des réservoirs encore une fois très court. Il y a quelques challenges encore, bien sûr, sur la diminution des coûts et la maturité des applications à très très grande échelle. Et l'exemple de Sogestran est superbe puisque on voit qu'il y a déjà des acteurs qui se sont lancés sur ce type d'application et c'est super parce qu'ils vont ouvrir la voie à des lancements de véhicules qui vont permettre de décarboner très rapidement parce qu'ils sont fortement consommateurs d'énergie. On parle de la voiture puisque c'est un instrument, un véhicule que l'on connaît tous, mais finalement, l'application de la technologie hydrogène, que ce soit avec des piles à combustible ou de l'hydrogène brûlé qui sert de combustible, est tout à fait extraordinaire parce on part du chariot élévateur qui nous intéresse aujourd'hui, en passant par le véhicule utilitaire, le camion bien sûr, mais demain on aura des avions, on aura également des trains, et dans l'industrie c'est un gaz, l'hydrogène, qui est déjà utilisé. Donc on a devant nous un marché qui est gigantesque et une multiplicité d'applications très intéressantes. Donc tout ça c'est absolument formidable, mais il y a une condition hyper importante et qui est pour nous sine qua non pour ce marché, c'est que l'hydrogène que l'on utilise soit le bon. Aujourd'hui, l'hydrogène qui est disponible sur le marché est un hydrogène gris. Donc c'est un hydrogène qui est produit à partir de gaz, de pétrole ou voilà, d'hydrocarbures en tout cas et de gaz fossile. Et donc qui est très carboné au moment où on va le fabriquer. Parce qu'en fait, on va toujours aller chercher l'hydrogène puisqu'il est toujours associé à une autre molécule. Donc on va le récupérer et donc craquer une molécule pour récupérer d'un côté de l'hydrogène et de l'autre l'autre molécule à laquelle il était associé. Donc aujourd'hui, c'est principalement du carbone, ce qui fait que quand vous produisez de l'hydrogène, vous produisez énormément de carbone. Aujourd'hui, un kilo d'hydrogène, pour sa fabrication, émet entre 10 et 12 kilos de CO2. Donc c'est absolument pas cet hydrogène-là qu'il faut utiliser. Pour vraiment répondre à la promesse de ces véhicules-là et de cette technologie-là d'être zéro émission, il faut également que la chaîne de production de l'hydrogène soit propre. Et c'est en ça qu'on parle aujourd'hui d'hydrogène vert, produit à partir d'eau. Donc on va chercher l'hydrogène dans de l'eau et pour ça, on va faire ce qu'on appelle de l'électrolyse. Donc on va injecter un courant électrique dans de l'eau. Alors faites pas ça chez vous, hein. Et ce qui va permettre de séparer les molécules d'hydrogène et d'oxygène. Et c'est sur ce créneau-là que la décision de Mathieu Guéné, notre président, s'est faite pour créer Life en 2017. Et donc, nous sommes une société de pure player de l'hydrogène.
Ça veut dire qu'on ne fait que ça, on fait que de l'hydrogène écologique, on n'a pas d'autres gaz à vendre, si ce n'est peut-être un peu d'oxygène, je vous le montrerai après. Nous ne sommes complètement indépendants et nous avons une liberté d'action pour faire nos propres choix et ils sont fortement engagés pour atteindre nos objectifs qui ne sont pas forcément de faire des milliards d'euros, mais surtout d'éviter et de supprimer de la surface de l'atmosphère, de la planète en tout cas, des millions et voire même des milliards de tonnes de CO2 grâce au déploiement de l'hydrogène renouvelable tel que nous souhaitons le faire. Aujourd'hui, on est 70 personnes, on sera bientôt 120, c'est le plan de déploiement qui est prévu pour le premier semestre 2022, donc ça va très très vite. Et nous adressons 40 projets d'installation d'unités de production d'hydrogène live en France et en Europe. Vous voyez aussi en bas de l'écran que notre travail a déjà été reconnu plusieurs fois, que ce soit à travers nos investisseurs, mais aussi des labels tels que la French Tech Green 20, l'ADEME qui a financé un certain nombre de nos projets, le label Deep Tech, etc., qui sont avec nous. Merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation et voilà, qui nous permet de voir toutes les possibilités associées à l'hydrogène. Il y a d'ailleurs une question sur le sujet de Karl Defay qui demande: avez-vous connaissance de projets d'intégration de l'hydrogène vert dans des process de production de l'industrie autres que le chauffage ou la mobilité? Oui, tout à fait. On a la capacité aujourd'hui de remplacer l'hydrogène gris qui est actuellement utilisé, que ce soit dans les industries de l'acier, du verre. Et c'est en fait un hydrogène qui est utilisé pour ses propriétés particulières. Donc, ce n'est pas de l'hydrogène qui est brûlé, il est utilisé pour faire des traitements de surface, par exemple. Donc là, on a déjà une possibilité de le remplacer. Et ensuite, en deuxième phase, on va avoir capacité, j'avais une slide sur ça d'ailleurs, à remplacer l'hydrogène, enfin le gaz naturel par de l'hydrogène. Et donc là, en fait, on a un hydrogène qui est utilisé en tant que combustible et on a une flamme qui n'émet aucun CO2. Donc c'est déjà fait notamment en Suède, chez un acieriste bien connu, qui va fabriquer à ce titre de l'acier vert en utilisant une flamme hydrogène complètement neutre en carbone. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Je vous propose, on va passer à la... Non, pardon, j'avais une question, parce que donc, l'hydrogène vert est lié à la mise en place d'éoliennes. Hein. On sait aujourd'hui que les projets d'éoliennes sont de plus en plus controversés par les riverains, sur les territoires. Avec du coup une acceptabilité sociétale qui malheureusement baisse. Comment est-ce que vous prenez ça en compte dans votre plan de développement, justement, parce que c'est un point hyper important puisque pour nous, alors j'ai pas eu le temps de passer toutes les slides là, mais effectivement notre procédé de fabrication fait que nous sommes connectés en direct aux éoliennes. Donc c'est ce qu'on a fait en Vendée par exemple. Je ne sais pas si la vidéo va passer là, mais c'est ce qu'on fait en Vendée aujourd'hui. Donc on produit déjà et on livre nos premiers kilos d'hydrogène chez nos clients et on est connecté directement à un parc éolien. C'est ce qui fait d'ailleurs notre particularité puisque en fait on ne se branche pas au réseau électrique. On vient se brancher directement à des énergies électriques renouvelables. Donc on a éminemment besoin du développement des ENR pour que notre modèle fonctionne. On sait qu'on ne pourra pas prendre les électrons verts de toutes les éoliennes terrestres pour produire notre hydrogène. Donc on se projette déjà sur des plateformes de production offshore. Et donc là, on aura accès à des parcs éoliens de très très grande taille et de très forte capacité, et bien sûr de l'eau de mer en quantité infinie pour fabriquer un hydrogène complètement renouvelable et qui sera acheminé à terre par pipeline. Mais c'est sûr que le développement de l'éolien est un passage obligé, que ce soit pour le mix énergétique électrique en général, et puis bien sûr pour l'hydrogène renouvelable. Et il est clair que si on attend tout du nucléaire, on peut peut-être le faire en France, mais on ne pourra pas le faire partout. Et notre ambition, c'est de produire de l'hydrogène renouvelable partout. Donc là où on a quelque part une particularité en France qui fait qu'on a un réseau globalement décarboné électrique, ce n'est pas le cas en Allemagne ni en Pologne, par exemple. Donc si on souhaite faire de l'hydrogène vert en Allemagne, il est hors de question de se brancher au réseau électrique, par exemple, puisque ça veut dire qu'on fabrique de l'hydrogène avec une centrale à charbon. Donc ça n'a aucun sens.
Merci beaucoup. Il y a Delphine Rigaud qui intervient également sur le chat en disant qu'effectivement, les parcs éoliens offshore sont aussi critiqués. Ça, Eh oui, ça peut être un sujet assez complexe. Et bah puis, oui. on avait une question justement sur comment est-ce que vous Je fais reliez… juste une précision, pardon, Oui, sur pardon. les parcs éoliens offshore. Il est question aujourd'hui de parcs éoliens, enfin en tout cas pour nous, hein, de parcs éoliens qui sont très éloignés des côtes, hein, on parle de 30 à 40 km. Donc il est pas question de venir massacrer tous les beaux littoraux qu'on a en France et partout ailleurs. Avec des éoliennes, il s'agit de se mettre, en fait, finalement, grosso modo, là où sont les plateformes de gaz et de pétrole aujourd'hui, dont personne ne parle, hein, d'ailleurs. Il y en a plusieurs milliers dans les océans, mais Mm. c'est pas un sujet. Mais voilà, le principe, c'est de se mettre loin des côtes avec des parcs éoliens de très, très forte capacité. Ok, merci. Il y a Antoine Gauthier aussi qui pose la question justement de comment vous vous mettez en relation avec les territoires pour vous assurer que le plan de développement des infrastructures nécessaires soit bien en place et que le cadre en fait soit bien posé aussi au niveau territorial. Bah, c'est un travail de fond que l'on opère aussi, puisqu'on a, nous autres, nous sommes fabricants d'hydrogène, mais on n'est pas poseurs d'éoliennes. Nous, on vient acheter du courant électrique en fait en connexion directe à des parcs éoliens, mais on ne les possède pas. Donc, on est en lien avec les développeurs de ces métiers-là pour disposer d'électrons verts aux bons endroits et au bon moment. Mais bien sûr, la cohésion avec les territoires, elle est super importante, et que ce soit dans les PCAET ou les SRADET, donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les plans climat-énergie locaux ou régionaux. Il est hyper important aujourd'hui que les feuilles de route soient clairement identifiées sur l'hydrogène, et notamment l'hydrogène vert, puisqu'on aura besoin d'électrons verts pour faire fonctionner cette technologie. Super. Merci beaucoup pour cette présentation, pour cet échange et, et pour… voilà, ça continue dans le chat, on sent que c'est un sujet qui intéresse. Mais je voudrais laisser la parole à Clément Barthes qui va nous présenter Flying Whales. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans une sacrée innovation de rupture sur le transport de fret. Très curieuse aussi d'en savoir plus sur ce que vous proposez et sur Flying Whales. Bonjour Clément. Oui, bonjour à tous. Donc Clément Barthes, je suis responsable industriel chez Flying Whales. Alors, j'essaie de partager mon écran. On va y arriver. Ouais, désolé. Voilà, ça devrait marcher. Alors, Je pense que c'est bon. Vous voyez le… Non, ça ne fonctionne pas là. Bon, pourtant, c'est bien entouré. Ok. Ça y est, ça arrive. Excusez-moi. Ouais. Très bien. C'est bon cette fois-ci. Excusez-moi. C'est bon, on vous voit, on voit votre écran, c'est parfait. Voilà, donc je vais vous présenter Flying Whales, notre projet, où en effet, c'est un projet d'innovation dans le domaine de la logistique aérienne. En fait, l'entreprise s'est créée en 2012 pour répondre à une problématique nationale en fait, et qui s'est déclinée vers l'ONF, d'atteindre la ressource bois actuellement inaccessible, hein, puisqu'on a aujourd'hui énormément de forêts en France que l'on pourrait exploiter pour favoriser l'utilisation du bois dans différentes applications, mais avec énormément de terrains qui sont actuellement inaccessibles pour les grumiers habituels. Et donc, partant de cette problématique-là, en fait, on en a fait finalement un peu notre raison d'être, qui est de désenclaver économiquement certains territoires inaccessibles actuellement, avec une solution cargo aérienne ayant une faible empreinte environnementale. Donc, je vais revenir un petit peu là-dessus pour expliquer en quoi, mais globalement, hein, c'est ce qu'on voit ici, c'est une solution de transport par dirigeable, qu'on appelle LCA60T, capable de charger et décharger en vol stationnaire jusqu'à 60 tonnes. Et c'est vraiment l'innovation de passer par la solution de dirigeable qui notamment nous permet d'atteindre des objectifs environnementaux très, très intéressants pour le transport aérien. Voilà, donc on a lancé Flying Whales en 2012, je vous le disais. C'est une entreprise qui est destinée à se
séparé en deux parties. Planeways Industries, en fait, c'est l'équivalent de l'avionneur qui conçoit, qui certifie et puis qui va produire les dirigeables. Et puis, ce qu'on appelle Planeways Services, finalement, qui va opérer ces dirigeables pour des clients finaux, puisque nos clients finaux, habituellement, n'auront pas vocation à acquérir des dirigeables, ni à former des pilotes ou à former des opérateurs de maintenance, puisqu'on est dans l'aéronautique et que ce sont des certifications nécessaires pour permettre à ces différentes personnes d'opérer, enfin de voler et puis de réparer nos appareils. Donc, il y a un projet de développer ces deux entités avec 3 sites de production et 150 bases pour 150 dirigeables sur 10 ans. Donc, c'est un projet relativement important, mais à l'échelle de l'aéronautique, on va dire, on n'est pas sur les volumes non plus de l'aviation commerciale. Et la solution et sa particularité, encore une fois, c'est cette capacité à faire du vol stationnaire. Et ça en fait une solution qui est capable de faire du point à point pour charger ou décharger certaines charges utiles, que l'on peut comparer à l'hélicoptère par son utilisation, mais avec des capacités bien supérieures, puisqu'on est sur 60 tonnes, là où l'hélicoptère est habituellement à 5, ou bon, certains exceptionnellement autour de 12, mais sur des performances opérationnelles qui sont quasiment rédhibitoires. Voilà, et donc cette solution cargo, elle a finalement une empreinte environnementale faible de par sa consommation, parce qu'en fait, elle utilise l'hélium pour rester en l'air, et sa propulsion n'est utilisée que pour se diriger. Et puis, on va revenir également sur l'impact des infrastructures, mais qui est vraiment intéressant dans notre solution. Voilà, donc pour aller un petit peu dans la technique ou dans les caractéristiques techniques vraiment spécifiques de notre dirigeable, hein, c'est un dirigeable qu'on appelle rigide, c'est-à-dire qu'il a une structure en carbone qui lui permet de garder sa forme quels que soient les événements, à l'intérieur duquel donc, on a des cellules d'hélium compartimentées et non pressurisées, ce qui nous garantit un certain nombre de sécurités supplémentaires pour rester en l'air et faire face à différents événements imprévus. Et puis avec l'hélium qui est un gaz inerte hein, par rapport aux anciennes générations de dirigeables. Une capacité donc de décharger 60 tonnes, soit dans une soute de grande dimension, hein, on voit les dimensions ici, 96 mètres de long et puis à peu près 8 sur 7 de hauteur et de largeur, et quand ce n'est pas possible, de faire des travaux sous élingue, donc pour des volumes qui ne rentreraient pas dans la soute. Je vais parler un petit peu de la propulsion parce qu'on y revient derrière. C'est une propulsion hybride, c'est-à-dire qu'on a une génération thermique grâce à des turbines et qui est transformée en électricité et elle-même distribuée dans 7 zones de propulsion que l'on voit ici, où on a à cet endroit-là des propulseurs électriques. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de maîtriser, de manœuvrer parfaitement notre appareil. Mais ça nous permet surtout dans le futur de remplacer la génération thermique qui est centralisée par une pile à combustible. Voilà, donc c'est un programme aéronautique. Nous sommes en cours de développement, très clairement. Donc nous avançons progressivement selon les standards du développement posés dans l'aéronautique et que l'on élabore avec l'EASA, qui est l'agence de certification. Donc c'est un programme qui prend quand même plusieurs années pour avancer. Mais d'ores et déjà, nous faisons avancer les différents volets de ce programme, que ce soit le développement à proprement parler du produit, le développement industriel, puisque nous sommes en train de concevoir l'usine qui sera implantée à la Ruscade, à proximité de Bordeaux, et également de préparer l'opérateur, puisque nous travaillons sur les certifications des pilotes et des opérateurs de maintenance, comme je pouvais vous le dire justement. Alors, nos applications, elles sont diverses. On peut quand même constater qu'elles sont très souvent axées autour de la transition énergétique, notamment dans le bois, on est parti de là, hein, sur les sites difficiles d'accès, dans l'éolien pour le transport de pales, surtout encore plus sur des segments qui nécessitent ou qui nécessiteraient des modifications d'infrastructures, sur le transport de réseaux électriques comme les pylônes, comme les tourées de câbles, de la même manière dans des sites difficiles d'accès, puisque aujourd'hui les pylônes sont découpés en 9 morceaux, transportés par hélicoptère.
des tourées de câbles sont dimensionnées pour passer sous les ponts par transport routier. Et donc, on pourrait finalement dénouer ces différentes contraintes industrielles qu'ont les fabricants de ces différents moyens. Et après, un peu plus largement, on travaille sur une notion de désenclavement économique de certaines régions, on va dire, reculées, qui sont inaccessibles soit temporairement, soit toute l'année par des voies logistiques conventionnelles comme la route ou bien le transport maritime pour certaines. C'est le cas du Grand Nord canadien, où le transport routier ne peut pas se faire une bonne partie de l'année. Et également la connexion des îles en Indonésie, qui est un très bon exemple. On a quasiment 16 000 îles, donc très peu ont un port en eau profonde, donc une capacité à acheminer des charges importantes. Et finalement, depuis certaines bases, on serait tout à fait en mesure de venir rayonner, de venir déposer ou récupérer des charges importantes sur ces petites îles. Et puis après, on a quelques applications industrielles. On voit un exemple ici sur la récupération des lanceurs d'Ariane au large du Kourou, puisqu'ils essaient de rattraper l'avance prise par SpaceX sur les récupérations de lanceurs. Et de la même manière, à Kourou, il y a un problème de port qui n'est pas en eau profonde, et donc il ne permet pas de ramener la barge jusqu'à quai. Donc, c'était nos applications. Si nous passons maintenant à notre feuille de route, on va dire écologique, qui accompagne surtout la transition énergétique. Déjà, on travaille sur une solution qui intrinsèquement a des gros avantages par rapport aux solutions aériennes existantes. Bon, la première, on la répète, c'est que sur les sites d'opération, on n'a pas d'impact en termes d'infrastructure puisque l'on vient se positionner en vol stationnaire, charger et décharger. Donc finalement, depuis une base que nous allons construire, nous sommes capables de rayonner sur plusieurs centaines de kilomètres sans créer d'autres infrastructures. Et puis sur la consommation propre de la première version de la machine, grâce à l'hélium et donc à l'utilisation du kérosène uniquement pour se déplacer et non pas pour rester en l'air, on va consommer en moyenne 5 fois, mais jusqu'à 50 fois moins que des hélicoptères pour des tonnages équivalents. Alors après, ça dépend évidemment du type de mission ou du type d'hélicoptère que l'on considère pour arriver à ces réductions 50 fois. Mais dans tous les cas, quand on divise par 5, on voit bien qu'on est sur un changement d'échelle et donc une rupture très forte, comme l'aéronautique n'est pas habituée à en produire, puisque c'est plutôt des améliorations lentes au fil des années, des générations de moteurs qui gagnent 10 ou 15% tous les 20 ans. Voilà, donc là, on arrive à apporter une rupture assez importante. D'ores et déjà, on a vérifié que les turbines que nous avions présélectionnées étaient en mesure d'utiliser des SAF, c'est-à-dire des Sustainable Aviation Fuel, qui permettent, d'après certaines études, d'économiser entre 50 et 80% de CO2. Donc, évidemment, il y a un coût associé à cela, mais on est en tout cas en mesure de l'introduire dans nos profils de mission. Et nous travaillons d'ores et déjà en partenariat avec certains établissements sur l'introduction de la pile à hydrogène avec, comme le rappelait M. Dubruck, dans ces conditions-là, zéro émission en utilisation, donc en vol. Et là, on a une opportunité assez forte sur nos dirigeables, c'est que il y a un enjeu de certification très clair dans l'aéronautique, mais le fait qu'on ait en fait je ne l'ai pas précisé, mais on a 4 chaînes de propulsion parallèles. On est capable de les remplacer progressivement, une par une, et avec un enjeu safety qui est bien moins fort, bien plus acceptable que sur l'aviation commerciale. Donc, on a une possibilité de travailler sur la certification avec le régulateur là-dessus. Et puis, on est un peu moins contraint par des questions de volumétrie que ne le sont les avions. Donc, les verrous à lever sont moindres sur notre appareil, ce qui fait qu'on envisage une introduction avant 2030, là où l'aviation commerciale se projette plutôt à 2035 pour lancer un nouveau programme. Voilà, donc cette route de pile à combustible, nous essayons de la construire dès maintenant, en parallèle de cette entreprise que nous sommes en train de construire également, mais avec une vraie ambition d'apporter une solution qui puisse à terme
permettre encore une fois ce développement économique à large échelle pour la plupart des populations sur la planète, avec une empreinte bien plus acceptable que les empreintes existantes. Merci Clément. Merci beaucoup pour cette présentation et pour effectivement la présentation de cette innovation qui est assez impressionnante. Moi, j'avais une petite question, peut-être un peu une petite question, comment dire, poil à gratter. Mais donc, votre solution, elle permet d'accéder à à des territoires qui sont aujourd'hui assez isolés, dans un contexte d'effondrement de la biodiversité et de la nécessité de protéger certains espaces. Comment est-ce que vous prenez en compte cet enjeu sur l'utilisation de votre proposition, de votre offre, et sur les usages qui vont être liés à ça, au-delà de son empreinte carbone? Alors, déjà, je précisais, alors je n'ai pas montré les chiffres exacts, mais les applications sont majoritairement des applications qui permettent d'accompagner la transition énergétique. C'est très clairement l'axe que l'on souhaite donner à notre projet. Il y a d'autres applications un peu diverses, mais on est aujourd'hui on discute avec des clients tels que l'ONF sur le bois, qui elle-même a des filiales qui s'appellent ONF International, qui sont capables de nous mettre en relation avec des organismes internationaux qui travaillent avec les mêmes méthodes qu'eux. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que l'ONF a une utilisation de la ressource bois qui est tout à fait responsable. Et c'est bien avec cet acteur-là que nous souhaitons développer notre partenariat dans un premier temps. Sur l'éolien, nous travaillons avec les acteurs de l'éolien assez classiques et mondialement reconnus comme Siemens, Vestas, Nordex. Donc, on pense à ce titre-là être tout à fait dans la lignée de ce dont a besoin, on va dire, l'humanité pour on va dire, obtenir une énergie plus acceptable. Sur la transition électrique, c'est pareil. On voit bien que on est en relation avec RTE en France, mais avec des équivalents à l'étranger. Et on voit bien que la transition énergétique, elle est portée notamment par les industriels qui maîtrisent le réseau. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que le rapport des routes vers la transition énergétique ait été émis par RTE en France, parce que c'est une problématique qui est au cœur du sujet. Donc, déjà, de par les marchés que nous favorisons, nous estimons que nous avons une démarche tout à fait responsable. Et après, on a une charte éthique qui fait qu'on ne souhaite pas que notre solution contribue à des déforestations massives, par exemple. C'est bien pour ça qu'on est avec l'ONF et pas d'autres organismes. Voilà, donc on sera bien attentif, en effet, à maîtriser les applications. Et dans un premier temps, on aura quand même fortement la main là-dessus, puisque Flying Services sera capable finalement de maîtriser 80%, on pense, des dirigeables qui seront produits, d'opérer 80% des dirigeables qui seront produits. Donc, on va vraiment avoir la main sur les applications qui seront utilisées. Merci beaucoup Clément, merci. Et puis merci pour cette illustration qu'effectivement, la question de la durabilité, elle se traite sur l'ensemble de la chaîne de valeur et aussi sur le choix des clients et des usages lorsqu'on développe des technologies innovantes comme la vôtre. On est arrivé à la fin de cette quatrième table ronde et je vois que Fabrice Bonifay est arrivé. Je le remercie d'être là et sans plus attendre, on va lancer cette conférence de clôture par Fabrice Bonifay qui va nous présenter sa vision de l'entreprise contributive. Mais avant de commencer avec Fabrice, juste peut-être de nous remettre la facilitation graphique de Lionel sur cette table ronde où on a abordé de nombreux sujets. On a des tables rondes qui sont très riches, donc merci beaucoup et merci Lionel pour avoir mis tout ça sur cette facilitation. C'est top. Et donc c'est Renaud qui facilitera maintenant la prise de parole de Fabrice.